Bon, deux gars qui sont partis, eux aussi, à l'aventure dans un cadre bien spécial, celui de la course Destination Monde. Ricardo et Hugo. D'abord, Hugo, le départ, ça s'est fait bien. Comment ça s'est passé? Bien, le départ, c'est toujours assez particulier parce que c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, puis c'est le début du grand vide. Pour ce qui est du départ de la course, on est tous partis en même temps ou à peu près de l'aéroport de Dorval. On est tous allés là, puis on partait les 8 dans 8 directions différentes. Tout seul? Tout seul. Puis là, ben moi, le moment le plus hot, c'est le moment où j'ai passé la porte à Dorval. C'est une espèce de porte comme en vitraux, là. Puis là, tu passes la porte, ça fait comme un... Tu vois plus personne, t'es parti. Bye. Il y a un trou de 6 mois en avant de toi, t'es tout seul. Le plus grand dépaysement, vous l'avez vécu où? Le plus grand dépaysement, ça a peut-être été en Chine. Quand je suis arrivé, moi, je suis peut-être un peu comme M. Voyer. J'essaie d'aller dans les endroits où il y a du vide, où il n'y a pas trop de monde. Je suis moins sociable que Ricardo. Puis en Chine, je suis arrivé chez les Kazakhs, dans la steppe, où il n'y a personne, dans un petit village de yourtes, entre 3-4 yourtes, où il n'y avait personne. Je suis arrivé au milieu, les yourtes, c'est les tentes. Personne sortait des tentes pour venir m'accueillir. Ça a duré pendant à peu près une demi-heure. J'étais là au milieu, personne n'aime voir ça. Les enfants riaient un peu. Finalement, ils sont venus. Ce soir-là, ils ont égorgé un mouton pour moi. Puis ils m'ont servi une assiette complète de gras. Ça, c'est parce que j'étais l'invité. Fait que c'était un honneur. Un honneur, un privilège. Une bonne assiette de gras, ça, c'est quand même dépaysant pour le palais. Étiez-vous capable de communiquer? Étiez-vous capable de communiquer avec ces gens-là? Pendant une semaine, j'ai pas dit un mot, ou à peu près pas. C'était des signes, des gestes, des sourires, des regards. C'est ça. Mais ça fait des rapports super intéressants, puis ça fait des rapports super intenses, puis je dirais souvent encore plus humains, encore un peu moins superficiels que les rapports ici où on se demande toujours comment ça va, tout ça. Là, le matin, on se regardait dans les yeux, puis on se disait comment ça va, mais en se regardant dans les yeux, en souriant. Et vous, Ricardo? Ben moi, je sais pas, j'écoute les gens parler, bon, le dépaysement, on dirait c'est synonyme de pauvreté pour la plupart, là, mais je veux dire, il y a aussi... je sais pas, bon, en tout cas, moi, je suis passé par Hong Kong, par exemple, puis là, c'est vraiment énormément de fric dans cette ville-là, puis quand t'as plus moyen de rien faire, c'est assez dépaysant aussi. Je sais pas, bon, c'est sûr, là, manger des couilles de limaces, puis des trucs comme ça, c'est toujours, bon... Différent? C'est ça, oui, on peut dire ça, différent. Mais, je sais pas, moi, j'ai essayé d'aller dans une discothèque, je sais pas, j'allais voir des Chinois danser, je sais pas, c'est très drôle. Je sais que c'est rien contre les Chinois, mais bon, c'est un autre genre de dépaysement. Tu vas dans une discothèque, tu vas voir des Chinois danser, c'est... Moi, ça vaut le coup, en tout cas. Moi, je trouve que c'était pas mal de fun. Ça vous a donné la piqûre pour recommencer? Ben, pas pour aller danser, mais continuer à voyager, oui, je pense. Disons qu'on prend un break après un voyage de 6 mois, puis après un voyage de 6 mois à côtoyer à la télé Ricardo, ça prend un petit break. Et Hugo, vous êtes allé en Ouzbékistan. Et vous avez rencontré quelqu'un qui est ici. Un personnage incroyable que voici. Et c'est Michel Pétour. Michel, vous avez rencontré Hugo en Ouzbékistan. Comment ça s'est passé? Comment ça, est-ce que vous étiez là d'abord? Ben, je faisais un tour du monde, dans l'autre sens que Hugo. Il attendait son visa, puis moi, j'attendais mon visa. Alors, on s'est parlé en anglais. Et puis, il m'a tout de suite dit, tu es français? J'ai dit, d'origine, oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je fais le tour du monde. Et toi? Je fais le tour du monde. Tu connais la course Destination Monde? Ben, bien sûr. Et on a passé 15 jours ensemble. Et vous avez visité combien de pays, Michel? Environ 130. Mais moi, ce qui me dépayse, c'est un petit peu... Je suis un peu l'autre face de la médaille que monsieur Voyer. Moi, je préfère faire cuire mon steak dans le Sahara plutôt que de le faire cuire sur la banquise. Mais c'est à peu près la même chose aussi, parce que c'est le silence, on entend pousser ses cheveux. Et puis moi, comme je suis un grand bavard et que je commence à perdre pas mal mes cheveux, c'est assez extraordinaire. Il y a le vent aussi. Le vent, oui. Le vent qui est souvent très présent. Moi, j'ai eu l'occasion de faire Paris-Dakar, pas en voiture, mais en course à pied. Parce que vous avez, dans vos voyages, joint l'utile à l'agréable, dans le sens que vous êtes un sportif, vous aimez faire de la course, et vous en avez fait beaucoup dans des destinations vraiment exotiques et différentes. Vous avez fait beaucoup de courses. Oui, j'ai fait beaucoup de courses. J'ai fait Paris-Dakar en courant, j'ai fait Nord-Sud Vietnam aussi en courant et en bicyclette, j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro en Afrique en courant aussi, aller-retour. Quelles sont les plus belles choses que vous avez vues? Les plus belles choses que j'ai vues? Oui. Je suis...
C'est très difficile à dire après 130 pays, mais je suis toujours aussi surpris de ce que je vois, de ce que j'entends. Même si j'ai déjà vu certains pays, j'y retourne avec plaisir et je suis surpris. Je m'émerveille encore. Par exemple, je me souviens au printemps de cette année, je me suis émerveillé d'entendre M. Voyer discuter en plein milieu du Groenland avec Joël Le Bigot par satellite, je pense. Hein. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Je suis toujours aussi surpris de pouvoir avoir ma fille au téléphone quand je suis à l'autre bout du monde, parce que le téléphone m'émerveille toujours. C'est quand même extraordinaire. Et justement, comment on se sent quand on a un père explorateur et aventurier? Très fier. Très, très fier. Ça fait depuis que je suis toute petite qu'il fait ça. Fait que c'est pas un changement. J'ai jamais connu autrement que comme ça. Donc, c'est ça. Êtes-vous une bonne oreille attentive lorsqu'il vous raconte ses voyages, vous montre les photos? Oui? La première année, ça va, mais après, quand tu arrives avec des 800 photos puis des 1000, on devient un peu moins... Non, mais je l'écoute toujours, je pense, en tout cas. J'espère, papa. Et puis, c'est toujours intéressant. Puis, ouais, est-ce que ça vous a apporté quelque chose dans votre vie, à vous, que votre père voyage beaucoup? Voyage. Oui, oui. Le goût de l'aventure. Je pense que je l'ai déjà pas mal. Puis, le sport, pas tellement, en tout cas pas pour l'instant. Le goût de partir, là. Peut-être pas seul, par exemple. Peut-être avec d'autres gens. Je pense que de temps en temps, elle est un peu jalouse. Oui, oui. Oui? Oui, Ah, oui. Oui. Partir 6 mois par année, c'est un peu ce que tout le monde aimerait faire, je pense, un jour ou l'autre. Ah, c'est pas tout le monde qui aimerait faire ça. Il y a partir et partir. Pouvoir être capable de le faire, là, de se le permettre aussi, là, je pense que c'est un petit peu de jalousie, là, de mon côté, en tout cas. Il y a Geneviève